Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. On ne change pas les bonnes habitudes, Philippe de Villiers. Vous savez qu'on a des informateurs bien informés. Vous m'avez mis une cible dans le dos la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que les informateurs bien informés ont frappé encore cette semaine, Philippe de Villiers? Est-ce que vous êtes la cible de ce vendredi soir? Regardons la photo, tiens donc. Qui est-ce? L'informateur bien informé. Vous savez qui c'est? Ah, quel enfer. Quel enfer. Qui est-ce, Philippe de Villiers? Je pense que le tir a été dévié. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Regardez comme vous êtes beau. Bravo. Alors, mais je vous comprends beaucoup mieux. En fait, c'est terrifiant. C'est terrifiant, ces archives. C'est terrible. Hein. Il n'a pas changé. Hein. Oui. C'est le même. Ouais. Regardez, c'est exactement. Et juste un peu profite. plus de cheveux. On remercie mes parents pour cette coupe de cheveux quand même. Hein, parce que Ah bah. j'ai traîné ça pendant 20 ans quand même. Il a dans le regard cette détermination. Je salue les informateurs bien informés et je les remercie chaque vendredi de nous proposer des belles photos, que ce soit de Geoffroy Lejeune ou encore de Philippe de Villiers. Peut-être que nous en aurons des nouvelles la semaine prochaine. Ce soir, je vais faire Philippe de Villiers du Philippe de Villiers, puisque je vais reprendre une formule que vous aviez employée l'année dernière, qui vient du Guépard, le film Le Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Que vous inspire le futur gouvernement? Je pense que nous assistons à l'effondrement de la Ve République. Ah. Et ce moment de l'histoire de France restera gravé dans l'histoire institutionnelle des républiques successives depuis la Révolution. On a connu d'autres républiques. Celle-là est en train de finir sous nos yeux. Et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, nous sommes devant cette situation. D'abord, c'est un gouvernement, pour répondre à votre question, qui restaure le régime des partis. C'est un gouvernement dont la composition alchimique répond à l'urgence des partis plutôt qu'à l'urgence de la France. Comme disait Pierre Lelouch il y a un instant sur ce plateau, le mot France n'est jamais prononcé. Par contre, le mot qui revient, c'est poste marocain, poste ministériel, la course aux places. En fait, c'est une partitocratie qui rappelle la 4e République. Un ami qui a bien connu la 4e République, qui était mon maître de stage en Corrèze, je ne le nommerai pas, pour ne pas le gêner, mais me disait tout à l'heure, c'est l'UDSR. C'est exactement ça. L'UDSR, c'était un petit parti qui faisait 5%, et qui, tout au long de la 4e République, faisait, défaisait les ministères. Et naturellement, il y avait Pleven, il y avait Mitterrand, il y avait, voilà, qui s'en donnaient à cœur joie. Donc, on est avec l'UDSR. L'UDSR, c'est les LR. L'UDSR, c'est la Macronie. C'est-à-dire des petits partis charnières. À l'époque, on disait, sous la 4e République, la tyrannie des partis charnières. Ensuite, c'est un gouvernement d'expédition des affaires courantes, comme sous la 4e République. Il y en a eu plein. Pourquoi les affaires courantes? Parce que c'est un gouvernement qui, par sa composition, va répondre à ce que craignait un jour Raymond Barre à propos de la cohabitation, que le gouvernement soit tiré à dire la composition alchimique du gouvernement est telle qu'il n'y a pas de ligne. Et il n'y a pas de rupture possible. Donc il n'y a pas de ligne d'horizon s'il n'y a pas de rupture. On continue comme avant. Il y a les macronistes, il y avait les macronistes, il y a les LR, il y avait les LR. Il y a juste une chose qui change, c'est la trahison d'une ligne à l'autre. Mais c'est un gouvernement minoritaire. Je rappelle les chiffres que j'avais donnés il y a une semaine. Ils n'ont pas changé, et tout le monde les connaît, dans le milieu politique. 235, l'addition de ce gouvernement à l'Assemblée, 235 députés,
alors que la majorité absolue est à 289. Donc, vous ne pouvez faire passer que des lois de compromis. Troisièmement, c'est un gouvernement de perdants. C'est le gouvernement des perdants, loin du peuple. Le peuple s'est exprimé abondamment, le peuple s'est exprimé aux élections européennes. Et qu'est-ce qu'il constate, le peuple? Que rien n'a changé à Bruxelles. Au contraire, on avait l'impératrice von der Leyen. On a l'impératrice von der Leyen qui met des fessées à M. Macron en lui disant « reprenez votre breton et donnez-moi votre Talleyrand de poche de la Macronie, ça me va très bien ». Séjourné, qui va rester jusqu'en 2029, c'est-à-dire 2 ans après la présidentielle, pour pouvoir ennuyer au passage le futur ou la future président de la République. Et donc, en fait, c'est un gouvernement perdant, c'est-à-dire que on pourrait penser, en tout cas c'était le cas sous la Ve République, jusqu'à présent, que le gouvernement représente le peuple, représente les sorties d'urne, par une sorte d'effet miroir, l'arithmétique. Donc, on est dans un strabisme divergent, le peuple regarde d'un côté, et le gouvernement regarde de l'autre. En réalité, ce gouvernement est loin du peuple, ne fera pas ce que le peuple demande, je le crains. Et le peuple a tendance à se dire à quoi ça sert de voter. Parce qu'on nous refait le coup de 2005. Alors Michel Barnier, il connaît le coup de 2005 puisque c'est le rédacteur du traité de Lisbonne. Donc il sait comment on prend l'opinion du peuple et on la renverse pour faire un traité qui contredit le résultat des référendums. Donc lui, il a cette culture. De même que beaucoup d'hommes politiques. Mais personne ne dit ce que je vous dis, c'est incroyable, mais normalement on devrait hurler en disant « Attendez, il faut respecter, là, on ne va pas recommencer 2005, le coup du référendum. On recommence le coup du référendum. » Et on a un gouvernement qui va aller son chemin hors des sentiers du peuple. Alors je vais plus loin. Pourquoi je parle de l'effondrement de la Ve République? Parce que quand j'étais jeune, j'écoutais mon père, qui était un homme expérimenté, avisé, et qui me disait, en fait, une crise de régime, ça arrive quand un régime n'est pas capable de traiter le problème du moment et quand il s'agit d'un problème de survie. À l'époque, c'était l'Algérie. Et c'est comme ça que le général de Gaulle est arrivé au pouvoir. Pas par une voie très démocratique, d'ailleurs. Mais c'était pas possible autrement. La 4e République est morte de ne pas avoir pu gérer le problème algérien. Et la 5e République est en train de mourir de ne pas être capable de régler le problème de l'immigration. On y vient, Philippe de Villiers. Et attendez, je voudrais juste ajouter un mot. C'est que là, on a un cumul parfait. On a la crise parlementaire, puisqu'il n'y a pas de majorité. On a la crise institutionnelle, puisqu'il y a un blocage, qui n'est pas dans la nature de nos institutions. On a la crise nationale, puisque en France, aujourd'hui, on n'a plus la même notion de la France. Il y a une fracture. Il y a des gens qui voient la France de l'ubérisation, les autres la France de la créolisation, les autres la France de la tradition. On n'a plus la même notion de la France, donc il y a une crise nationale. Et j'ajouterais une crise sociétale. Pourquoi Laurent Wauquiez n'est pas allé au gouvernement? Il l'a dit au député LR, à cause de l'affaire de l'euthanasie. Parce qu'il ne veut pas voter la loi sur l'euthanasie qui va revenir, évidemment. Et pourquoi ce pataquès autour de Laurence Garnier, que je connais bien? Laurence Garnier, c'est une femme absolument remarquable, exceptionnelle. Bon, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir voté non à l'avortement constitutionnel et d'avoir participé à la manif pour tous.
Alors, ils prétendent qu'ils rassemblent, mais ils rassemblent que les gens qui sont d'accord avec eux sur le plan des avancées sociétales, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Quand il y a une crise sociétale, une crise nationale, une crise parlementaire, une crise institutionnelle, on n'est pas loin de la fin d'un régime. On y vient justement, Philippe de Villiers. Vous avez dit que pour définir une crise de régime, c'était un gouvernement qui était incapable de régler les problèmes du moment. Et on va prendre les problèmes un par un en fonction de l'ossature du prochain gouvernement. Prenons la question migratoire, vous l'avez dit. À l'heure où l'Allemagne décide de contrôler ses frontières, où 77% des Français veulent que la France fasse de même, où l'Italie de Meloni sert de référence pour la Grande-Bretagne, Geoffroy Lejeune a une question pour vous sur cette question migratoire. La comparaison entre la crise migratoire et l'Algérie est assez éloquente. Si vous y croyez, comment pensez-vous que le gouvernement doit régler cette question aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement sur la question migratoire ? Alors, pour rester en altitude, sur les points hauts, il y a la première chose à faire, c'est de couper les pompes aspirantes. Pour dire au monde entier, la France ne peut plus accueillir, nourrir, héberger, soigner la misère du monde. 500 000 personnes qui rentrent chaque année, c'est plus possible. On arrête. Deuxièmement, il faut imposer, par la voie référendaire, il n'y a pas d'autre voie possible, il faut imposer le primat de la législation française, du droit français, de la Constitution de la France sur les lois européennes pour éviter que la toge et l'hermine, la République des juges, soient tentées de continuer à prendre le pouvoir sur le plan migratoire. Et troisièmement, je ne savais pas qu'un jour je pourrais dire ça avec autant d'assurance et de jovialité. Merci de m'en donner l'occasion. Il faut suivre l'Allemagne. C'est la première fois que je dis ça. Et ce qui se passe en Allemagne, la presse française ne le voit pas, les hommes politiques français encore moins, c'est un séisme. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est l'Allemagne qui donne le ton en matière migratoire en Europe, depuis le début, depuis Maastricht en tout cas, et que là, c'est une décision souveraine allemande, sans concertation avec les voisins. Ensuite, deuxième élément clé, ce ne sont pas les ultranationalistes au pouvoir en Allemagne qui ont fait ça, ce sont les sociodémocrates. Donc ça veut dire que ce n'est pas une réponse à un programme ou à un fantasme, c'est le réel qui prend au collet l'idéologie d'un social-démocrate qui s'appelle Scholz, qui n'est pas un marrant. Et troisièmement et surtout, j'ai écrit un livre, moi, les cloches sonneront-elles encore demain, dans lequel je m'étends sur le Wir schaffen das d'Angela Merkel, qui veut dire en français « nous y arriverons tous, nous allons y arriver ». Et en fait, elle a fait rentrer 1 400 000 migrants au moment de la crise de Syrie. Et toute l'Europe était en extase, et toute la presse était en pamoison devant la Mutter Courage. Et puis voilà que son successeur, social-démocrate, dit on ferme les frontières. Ce séisme allemand n'est pas qu'allemand, il est européen. Parce qu'il y a des pays qui commencent à regarder, qui vont faire la même chose, qui commencent à faire la même chose, et surtout, parce que c'est une rupture majeure et inattendue, avec deux éléments clés de la doxa européenne. J'entendais Franck Hiester qui disait voilà ce qu'il faut faire sur le plan migratoire, etc. Et il dit on ne touche pas au pacte migration-asile. Or, justement, le pacte migration-asile, ça consiste à répartir les demandeurs d'asile dans toute l'Europe. Et c'est ce que vient de refuser M. Scholz, en disant c'est fini, on ferme les frontières.
Vous vous débrouillez avec les demandeurs d'asile. Donc fini le pacte migration-asile. Et deuxièmement, et c'est plus important encore, l'idéologie européenne appuyée sur le patronat européen. C'est l'idée d'une recréation anthropologique. Il faut écouter Madame Johansson, le commissaire européen, qui disait « L'agence Frontex est une agence d'accueil ». C'est-à-dire qu'en fait, la migration vient compenser notre défaillance démographique. C'est ça l'idée européenne. C'est-à-dire que le changement de peuplement, il est programmé. Et là, tout à coup, il y a l'Allemagne qui dit non, stop, on arrête, on remet les frontières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est une rupture majeure parce que depuis le traité de Schengen qui s'est appliqué en 1995, moi je me souviens, je me suis élevé avec mes amis Georges Berthu, Dominique Souchet et Bruno Retailleau, qui était mon porte-parole à l'époque. On s'est élevé contre ce traité en disant quand vous faites des trous dans une bouilloire, dans une casserole plutôt, ça devient une passoire. Bon, c'était simple, mais les gens à l'époque disaient on ne comprend pas ce qu'ils disent. Bon. En fait, pendant longtemps, jusqu'à la décision de Scholz, il était entendu que l'Europe, ça voulait dire le démantèlement des frontières et ça voulait dire l'avènement du marché comme régulateur exclusif des pulsions humaines et des tensions du monde. C'est-à-dire une Europe post-politique, il n'y a plus d'élection des commissaires, une Europe post-historique, on passe au marché de masse, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de politique, et une Europe post-territoriale, l'espace sans frontières. Et c'est ça qui est remis en cause par l'Allemagne. Vous savez, une nation, comme disait Régis Debray, il faut des contours et des compteurs. Quand vous n'avez plus les deux, vous mourrez. Autre priorité, Philippe de Villiers, pour les Français. On a parlé de ce nouveau gouvernement, donc. On a parlé de la question migratoire, il faut parler de la sécurité. Comme lors du précédent gouvernement, c'est un duo, à résumer, police-justice aux idéologies qui sembleraient être différentes et qui devraient prendre la main. Regardons, après Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, place désormais, potentiellement, on va prendre des précautions, à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur et Didier Migaud, socialiste, à la justice. Geoffroy Lejeune. On pourrait ajouter d'ailleurs, il y a quelques années, Manuel Valls et Christiane Taubira, où c'était la même dichotomie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce potentiel tandem intérieur-justice, et le fait qu'il y ait toujours cette opposition entre les idées du ministre, du premier flic de France et du premier magistrat de France ? Moi, je connais les deux. Je connais le militant socialiste, Didier Migaud, qui est favorable au syndicat de la magistrature, qui n'est pas pour les peines planchées, etc. Bon. C'est un vrai militant. Je reconnais ce mérite. Il a des convictions, il n'en a jamais changé. Et puis il y a Bruno Retailleau. Il se trouve que Bruno Retailleau, je le connais bien mieux que Didier Migaud, et pour cause. On a tout fait ensemble pendant 30 ans, non seulement en Vendée, mais sur le plan national. Il est cofondateur de Combat pour les valeurs, où on défendait les repères de la société de l'ancien monde, sur la question de la vie, sur la question de l'école, de la famille, contre le mariage, etc., le Pax, tout ça. Bon, on manifestait ensemble. Ça. Ensuite, il a été cofondateur du Mouvement pour la France. Ensuite, on s'est battu ensemble contre Maastricht, pour le non à Maastricht, puis pour le non à la Constitution européenne. On s'est battu ensemble au moment de la présidentielle. Il était mon porte-parole à la présidentielle de 95. Un porte-parole précis, chirurgical, brillant. C'est un garçon intelligent, travailleur et qui a des convictions. Je peux vous dire que la loi sur l'euthanasie, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça m'étonnerait qu'ils la votent. Bon. Et il a une culture historique.
Et quand je vois le tandem Retailleau-Migaud, si c'est ça, parce que pour l'instant, c'est pas confirmé, hein, mais ça va pas être Bouvard et Pécuchet, ce sera plutôt Jean Valjean et Javert. Bon. Mais peut-être il faut dire pourquoi. C'est qu'en fait, Bruno Retailleau va essayer de faire ce qu'a fait Darmanin, mais à mon avis en plus précis, en moins politique, en plus technicien. C'est un compliment dans ma bouche. Et parce qu'il n'y aura pas Mathéo et Kevin. J'espère que ça, c'est fini, la rhétorique du déni. Et puis, il y aura Didier Migaud qui, lui, va continuer à dire avec le syndicat de la magistrature, la prison est un facteur de récidive, etc. Il faut relâcher les délinquants, etc. Voilà. Sur la question de la justice, qui commande tout, je dirais ceci, en prenant de la hauteur et du recul. Quand j'étais en première année de droit, j'entendais mon professeur de droit pénal qui expliquait la défense sociale nouvelle. C'est la nouvelle théorie pénale qui a inspiré tout le droit pénal, y compris avec Badinter. Badinter, quand il abolit la peine de mort, en fait, il choisit le criminel plutôt que la victime, parce que la peine de mort a été abolie pour les criminels, mais pas pour les innocents. D'où ça vient, cette idéologie ? C'est la justice rousseauiste. L'homme n'est bon, c'est la société qui le déprave. Conscience, conscience, instinct divin, immortel, céleste voix, guide assuré d'un être libre, juge infaillible du bien et du mal. Juge infaillible du bien et du mal. Ça veut dire que je suis juge du bien que je fais et du mal que je fais. Et le rousseauisme a donné la fameuse théorie de la défense sociale nouvelle qui, en fait, quitte la victime pour aller vers la réorientation, je cite, du délinquant, la réorientation sociale, la réadaptation sociale, la réinsertion. Et donc, en fait, il y a deux solutions. Soit on ne fait rien, et ça va continuer comme avant, les OQPF, etc. Soit on change de doctrine pénale. Changer de doctrine pénale, ça veut dire sortir de l'idéologie de l'excuse absolutoire, remettre la victime au centre du débat et surtout requalifier la peine dans le temps. Avant la théorie de la doctrine sociale nouvelle, là, on disait que la peine, c'était la dissuasion, la réparation, la neutralisation et la réinsertion. Et aujourd'hui, avec les ministres de gauche successifs, ça n'est plus que la réinsertion. Et pour la gauche judiciaire, la prison est un crime. Mettre les gens en prison, c'est un crime. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je pense en cet instant à la loi du 15 août 2014, la loi Taubira. Injonction est faite aux juges de ne plus envoyer en prison les délinquants. Voilà. On va parler de la question de la sécurité après la publicité. Comment le gouvernement peut répondre à une demande qui est partagée par bon nombre de Français, même par tous les Français, c'est de retrouver une certaine sécurité au quotidien. Parce qu'on a eu un ministre du sentiment d'insécurité à la justice, mais aujourd'hui on essaie de comprendre comment on a cette faillite sécuritaire en France. On voit cela juste après la publicité. On revient dans un instant avec Geoffroy Lejeune et Philippe de Villiers, bien sûr. Quasiment 19h30 sur CNews, de retour pour face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. On parlait de ce tandem au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Pourquoi ces deux postes devaient marcher et parler à l'unisson et que ça devenait difficile quand on avait un ministre de l'Intérieur de gauche et un ministre de Richard Burton et Liz Taylor. Voilà. Exactement. Parlons de la question de la sécurité qui est l'une des priorités des Français. Et cette semaine, on a été confronté à plusieurs affaires intimement liées aux questions
de police et de justice. D'abord, cette décision qui a fait polémique, 18 mois de prison avec sursis pour un délinquant qui a violemment attaqué les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Cet homme qui a été condamné ne dort pas en prison pour s'en être pris pourtant à des forces de l'ordre. Et puis l'image choc au Chesnay, c'est en région parisienne, d'un policier percuté par un chauffard refusant d'obtempérer. Comment, Philippe de Villiers, le nouveau gouvernement peut répondre à la demande des Français de vivre en sécurité? Là, je me contenterai d'une énumération. La justice d'abord, donc une justice équilibrée en remettant les deux plateaux de la balance, victime, agresseur, agressé, dans un équilibre qui n'existe plus. Ensuite, il y a la question du narcotrafic. Elle est vraiment d'actualité. La France est peut-être en train de glisser vers le statut d'un narco-État. Vous savez, au moment d'Incarville, du drame d'Incarville, on a parlé de sud-américanisation de la France. Et que ça veut dire un narco-État? Ça veut dire en fait, premier élément, toutes frontières ouvertes. Dans les ports d'Amsterdam et de Rotterdam et d'Anvers arrivent 200 tonnes de cocaïne chaque année. Ça arrive chez nous. Donc il n'y a pas de frontières. Le narco-État se joue des frontières. Ensuite, le narco-État, il s'appuie sur l'ubérisation et la cartélisation. Il y a plus de responsables de la drogue en France que de salariés de chez les centres Leclerc, avec la même implantation, y compris en campagne. Et puis, troisièmement, la consommation de masse. Il y a 600 000 consommateurs de cocaïne. Et en fait, j'entendais récemment sur une autre chaîne, Ségolène Royal et Gérard Longuet, qui parlaient de la drogue. Et Ségolène Royal parlait du fléau. Elle parlait comme dans les années 70, en fait. Mais depuis, les magistrats de Marseille nous ont dit, c'est pas un fléau, c'est une guerre. Et ils ont ajouté, peut-être devant le Sénat, sous serment, peut-être que cette guerre est perdue. Donc c'est une guerre. La guerre, on la mène pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, il y a la question, la principale question, en fait, qui surplombe tous les problèmes de la sécurité, c'est le déni, la rhétorique du déni. Vous savez, récemment, Sonia Mabrouk a reçu ici même Marie-Hélène Toraval, qui a dit « on n'a toujours pas retrouvé ». Voilà. Et ça m'a rappelé, en fait, avec vous, il y a un an, vous vous souvenez, le déni, c'est-à-dire on n'osait pas dire que c'était une expédition punitive, c'est-à-dire une conquête territoriale. Bon. Ensuite, on n'osait pas dire qu'on avait entendu sur les bandes, nous on a entendu, on va frapper des blancs. On va planter du blanc. Donc en fait, c'est du racisme anti-blanc. Et pendant ce temps-là, on entendait Darmanin qui expliquait, oh là là, il y a un truc très grave, il y a une manifestation à Romans de l'ultra-droite, ils sont 30, de l'ultra-droite, la fachosphère, et on a appris le lendemain que le chef de la manif s'appelait Gros Lardon. Et on a entendu le ministre de l'Intérieur mettre en garde la France entière en disant « Attention, il y a Gros Lardon qui guette ». Et après, la gauche s'en est mêlée en disant « Oui, mais il y a aussi CNews qui protège Gros Lardon, qui le sponsorise et qui sponsorise des petits lardons. » Donc la France est envahie par des petits lardons. La France a peur de Gros Lardons. Voilà ce que disait le ministre de l'Intérieur. Non, il se fout de notre gueule. Voilà. Donc, la culture du déni, ça suffit. Les spectateurs anglais, Mathéo, Kevin, il n'y a pas de lien entre les émeutes et l'immigration, etc. Voilà. Il faut que, moi c'est ce que j'attends du gouvernement, enfin, qu'on dise les choses. Qu'on dise les choses. Qu'en matière de sécurité, on ose dire les choses et qu'on ne dise plus n'importe quoi. Quand le président de la République a dit l'année prochaine, il y aura 100% des OQTF qui seront exécutés, on est à 7%. On est remonté un peu depuis, mais oui. Philippe de Villiers, vous avez d'ailleurs parlé de Sonia Mabrouk il y a quelques instants, qui a écrit un ouvrage « Et si demain tout s'inversait ?» Il s'avère que pour le prochain gouvernement, il pourrait y avoir un portefeuille sur la question de la laïcité, de la lutte contre les discriminations. Il a été question ces derniers jours, il était envisagé que soit créé un ministère de l'immigration. Là, la question centrale dans le livre de Sonia Mabrouk,
brillant livre de Sonia Mabrouk, c'est la question de l'assimilation. Le creuset de l'assimilation est en panne. On parle même d'assimilation à l'envers. Qu'en pensez-vous, Philippe de Villiers ? D'abord, j'ai lu ce livre. Il est percutant, passionnant, brillant. Et on le lit comme un thriller. En fait, ce sont des familles européennes. Je ne vais pas raconter le livre, mais quand même le début, parce que c'est du raspail à l'envers. C'est génial. Des familles européennes qui quittent l'Europe, qui vont se réfugier dans les pays du Sud, et là, surprise, les pays du Sud imposent l'assimilation à marche forcée. Alors l'assimilation, c'est quoi ? C'est le thème de filigrane de son livre. L'assimilation, c'est une notion juridique qui définit la naturalisation. Le Code civil édicte, je cite, « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie pas de son assimilation à la communauté française. » L'assimilation, c'est faire de l'autre un autre soi. Et pour ça, il y a deux conditions à réunir. La première condition, c'est que celui qui arrive accepte une triple greffe. Une greffe de mémoire, la mémoire du pays d'accueil, une greffe d'art de vivre et une greffe de langue et donc d'imaginaire. Il faut avoir envie de ressembler au pays dans lequel on va vivre. Et puis, la deuxième condition, c'est pas pour celui qui arrive, c'est pour celui qui reçoit. Il faut que celui qui reçoit, qui accueille, ait envie de se faire aimer, c'est-à-dire envie qu'on aime la France, et donner l'impression qu'on a du feu pour ce pays. Parce qu'on n'arrêtera jamais une lame de feu avec les valeurs de la République, la laïcité, le code de la route et je ne sais quel code des droits de l'homme. Non. On répond à une lame de feu par une lame de feu. Et si on n'a pas en soi-même le feu intérieur pour la France, si les Français d'héritage ne sont pas des Français de passion, il n'y aura pas de Français de désir. Or, le drame que nous vivons aujourd'hui, et qui est sans doute le filigrane du livre de Sonia Mabrouk, c'est que ceux qui arrivent transportent avec eux leur manière d'habiter le monde, leur culture, leur mémoire, leur art de vivre, et personne ne leur dit rien. Le code civil est oublié, l'assimilation, on n'en parle plus, et ceux qui les accueillent, en fait, répudient leur histoire, répudient et salissent la mémoire. Nous vivons, j'utilise un mot d'avenir, un véritable mémoricide. Alors que chacun devrait chercher à ajouter son sonnet au poème national, chaque enfant devrait y forger l'anneau de sa mémoire. C'est ou la francisation ou la fin de l'aventure. Ceux qui parlent d'intégration sont des menteurs, des affabulateurs. Parce que ce n'est pas l'intégration que nous vivons, c'est la désintégration, y compris à l'école. L'école, Philippe de Villiers, justement. On a parlé de la question de l'assimilation. Je voudrais qu'on voit et qu'on parle d'un des piliers de notre société, aux fondations, aujourd'hui très fragiles, secouées par des changements de ligne. Voyons les derniers ministres de l'Éducation nationale depuis 2017. Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye, Gabriel Attal, l'éphémère Amélie Oudéa-Castéra, Nicole Belloubet. Et alors, il y a plusieurs noms qui sont présentés pour prendre le poste, et ce ne sera peut-être pas elle, Violette Spilbout, ou encore Rachida Dati. Geoffroy Lejeune, vous avez une question. C'est vrai que Jean-Michel Blanquer lui-même a des mots très durs sur les changements de ligne depuis quelques années à ce ministère. On sait que pour vous, c'est une question essentielle. Au-delà de la question des personnes, quel doit être le cap du prochain ministre de l'Éducation nationale ? L'excellence française. L'excellence, il faut remonter il faut faire les Jeux Olympiques. J'allais le dire. Il y avait des notes, il y avait une sélection, il y avait des premiers prix, il y avait des prix d'honneur, les médailles, etc. Ça, faut copier sur les Jeux Olympiques. Il faut pas oublier l'impromptu du professeur de Maurice Ravel, qui s'est enfui parce qu'il a été menacé. Ça s'appelle les profs d'EMI,
dans les pays orientaux. Les demi-profs. C'est-à-dire le prof qui s'excuse d'être prof. Parce que dans sa classe, il y a des gens qui lui disent « Attention, toi, à ce que tu dis ». Et donc, en fait, l'excellence, ça veut dire remonter les notes et retrouver les matières fondamentales qu'on a perdues par démagogie. Et ensuite, l'excellence française. Il faut se frayer un chemin, il faut que l'école se fraye un chemin entre les deux pays qui sont en train de nous occuper, au sens idéologique du terme, le wokistan et l'islamistan. Donc le prof a peur. Un ministre qui réussit, ça voudrait dire qu'à la fin de son mandat, les profs de France auraient plus peur. C'est déjà pas mal. Prenons un cas pratique, puisqu'on parle de l'éducation nationale, Philippe de Villiers. Il s'appelle Christian Espeso. Il a 61 ans, désormais ex-directeur de l'établissement L'Immaculée Conception, qui est un ensemble scolaire privé catholique sous contrat, suspendu 3 ans par le rectorat de Bordeaux, notamment pour atteinte à la laïcité, soutenu par une immense majorité de professeurs et de parents d'élèves. Il conteste un rapport à charge et se dit victime d'une cabale médiatico-politique. Il s'est livré dans les colonnes du journal du dimanche. Et Eugénie Bastier lui a parlé de cette éviction. Sur Europe 1, je vous propose une partie, un extrait de sa déclaration. Eugénie Bastier. L'enseignement privé ne constitue en rien une menace envers la République, mais devient le point de fixation d'une gauche cathophobe par obsession et par lâcheté. Après l'affaire Stanislas l'an dernier, vous vous en souvenez, d'où vient un tel acharnement ? Eh bien d'abord d'une laïcité aveugle qui met au même niveau la menace du séparatisme islamiste et un prétendu intégrisme catholique. On n'a pourtant jamais vu un élève radicalisé par un cours de catéchisme donner un coup de couteau à un professeur. Ensuite, un ressentiment croissant envers le succès de l'école privée. Philippe de Villiers, on poursuit notre fil rouge, à savoir ce nouveau gouvernement. Que dites-vous au futur ministre sur cette guerre scolaire qui est peut-être relancée ? J'ai bien connu Michel Debré, c'était un ami. Il m'a accompagné dans mes combats, notamment en 1995 à l'élection présidentielle. Et il m'a dit, attention Philippe, le contrat, pour les écoles sous contrat, c'est le respect du caractère propre. Et je lui ai dit, c'est quoi le caractère propre ? Il dit, c'est le caractère catholique. Donc là, il y a un évêque catholique qui vient dans une école catholique. Oh là. Il y a des moines de la grâce qui viennent dans une école catholique. Des moines catholiques dans une école catholique. Comme disent les jeunes, ça craint. Il y a Rénal Sécher qui vient parler d'une révolte catholique, de catholiques qui ont été massacrés par la Révolution. Rénal Sécher, docteur d'État, qui est reconnu même à la Sorbonne comme celui qui a le premier mis l'accent sur le génocide vendéen. Ça craint. Alors en fait, le problème, il est simple. Nous sommes, depuis Stanislas, devant un procès de l'école catholique. Pourquoi ? Il y a 3 charges. La première charge, c'est une école qui n'est pas assez ouverte aux avancées sociétales, aux doctrines inclusives et totalitaires, à l'endoctrinement qui consiste à dire à l'enfant, tu sais, tu n'es peut-être pas une fille, tu n'es peut-être pas un garçon, et puis il y a toutes sortes de familles, etc. Voilà. Donc là, il y a une réticence de l'école catholique. Deuxièmement, c'est un séparatisme rampant, l'école catholique. Parce que le catéchisme, c'est beaucoup plus dangereux que la charia. Et il se pourrait bien qu'un jour, il y ait des élèves de l'école catholique qui se livrent à des Samuel Paty. On ne sait jamais, vous voyez. Le séparatisme catholique est extrêmement dangereux dans ce pays de la table rase, vu que le catholicisme ne dure dans ce pays que depuis 2000 ans. Et puis là, la troisième chose, la troisième charge, on n'y peut rien, c'est la proposition pastorale de l'école catholique, c'est l'ancienne France, c'est l'ancien monde, c'est les saints, les héros, c'est l'imaginaire français. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, nos élites préfèrent le minaret au clocher et le muezzin aux sonorités natales. Philippe de Villiers, tout au long de l'émission, on a parlé du nouveau gouvernement, du chef du gouvernement, Michel Barnier, et pas une seule fois, ou quasiment pas, vous avez prononcé son nom.
Et pourtant, son avenir s'écrit en pointillé. Emmanuel Macron est isolé. La procédure de destitution voulue par la France insoumise n'aboutira pas, bien qu'elle sera débattue à l'Assemblée nationale. Plus inquiétant encore pour le président de la République, c'est qu'un Français sur deux considère qu'il n'ira pas au bout de son mandat. Geoffroy Lejeune, pour la dernière question. Vous l'avez très bien connu au tout début, Emmanuel Macron. Alors, à votre avis, on en est à quel moment de son parcours et quel avenir vous lui imaginez ? Écoutez, voilà, il a tout perdu. Et il n'était pas habitué à ça, parce qu'il gagnait toujours, sauf au casino du Touquet. Il n'était pas habitué à perdre. Alors d'abord, il a perdu ses amis. Vous savez, il y a un aphorisme de Marie-France Garot que je vous soumets. Un pouvoir raccourci dans sa durée et diminué dans sa nature. Quand vous êtes partant, vous êtes parti. Et à ce moment-là, ça s'agite dans les rangs. On a vu Édouard Philippe, qui lui doit tout. Faire du cabotage dans le port du Havre, en faisant donner la sirène. Il a suivi l'exemple de Georges Pompidou, qui était allé à Rome, pour expliquer « je suis en réserve de la République ». Ça n'avait pas plu au général, en 1969. Il y a le jeune Gabriel Attal, qui, à la une du Point, a dit... il a dit quoi ? Succession. Succession, c'est ça, succession. Donc lui, il gratte le sabot, il ouvre les naseaux, et il explique que c'est bientôt à moi. Et si ça peut d'ailleurs... si ça peut durer moins longtemps que 3 ans, ce sera peut-être bon à prendre. Vous savez, la trahison, c'est la matière première de la politique. La politique, moi, voilà comment je la définis. C'est une piscine sanguinolente dans laquelle les petits caïmans mangent les grands crocodiles, les vieux crocodiles. Donc il n'a plus d'amis. Ils sont tous partis. Ensuite, il n'a plus de majorité. Or, la Ve République, elle est établie sur l'alignement des planètes. L'Élysée, Matignon, Palais Bourbon. Quand il n'y a plus cet alignement des planètes, on revient à la Quatrième République, et là, on a en fait, on l'a vu cet après-midi à Chartres, il a fait sonner les cloches, bon, mais il entre dans le patrimoine de son vivant, peut-être un monument classé demain. Mais c'est tout. C'est-à-dire c'est René Coty moins les chrysanthèmes. Et enfin, non seulement il a perdu ses amis, il a perdu sa majorité, mais il a perdu sa légitimité. Il souffre d'une relation toxique avec les Français. On appelait ça chez les Romains justement l'odium plobis, la haine du peuple, parce qu'il a voulu faire une France. Il avait dit, ce que je vais faire, ce que je vais transformer en France sera plus important que l'imprimerie et la Renaissance. Il avait dit ça dans son livre Révolution. Incroyable. Et en fait, il a fait une France post-nationale, une France post-familiale, une France post-morale. Et je parlais tout à l'heure de l'ubérisation, de la créolisation et de la tradition. Il a fracturé la France. Il y a aujourd'hui 3 Frances qui se regardent en chien de faïence. Alors, son avenir, vous savez, il y a des présidents qui ont été renversés. MacMahon, Alexandre Mitterrand, Deschanel, on l'a même retrouvé en pyjama dans un arbre. Il est tombé d'un train. À Rome, il y a Augustule, le petit César Augustule. Et je vais vous rappeler un souvenir dont on avait parlé, Elliot. Quand il était allé au Kazakhstan, il a dit, je vais... Alors, il y a un élève, un étudiant qui dit, qu'est-ce que vous ferez après, quand vous ne serez plus président? Et il a répondu, oh, après, je ferai tout autre chose. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Pourquoi? Parce que quand vous êtes président de la République française, vous êtes l'héritier des rois, vous habitez le corps du roi, et donc il vous reste accroché à l'âme un peu du régalien que vous avez quitté. Vous ne pouvez pas quitter tout à fait la fonction, parce qu'on vient vous voir. Vous imaginez Louis XIV qui, à la fin de sa vie,
demande à devenir tapissier à la manufacture des Gobelins. Je ferai tout autre chose. Tapissier, il a envie d'être tapissier, ou il demande à Lenôtre, vous n'avez pas une petite place pour moi, pour l'orangerie? Et puis Napoléon qui deviendra jardinier à Sainte-Hélène. Non. Quand on est président de la République, on incarne la France et on l'incarne pour le meilleur et pour le pire de sa propre vie. Vous m'avez coupé. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. Je me suis étouffé en vous écoutant. Je vais essayer de retrouver mon souffle. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. Quand Elliott Deval est enroué, c'est tous ces news et tous. Je vais prendre un petit verre d'eau pendant la publicité pour retrouver les téléspectateurs à 20h pour l'heure des pros. Merci à vous, Philippe de Villiers. Merci, Geoffroy Lejeune. Rendez-vous vendredi prochain.